auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information de 20h15 de ce 6 mars 2025 sur la télévision Tambara, le miroir de la femme, que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Cérémonie solennelle de concrétisation ce 6 mars 2025 de la 21e promotion d'élèves officiers d'actifs et collatéraux à l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes. Reportage. Monsieur le général de corps d'armée, ministre d'État, ministre de la Défense nationale, les honneurs vous sont rendus par un détachement composé de la musique principale de forces armées nigériennes et sa garde, le fanion de l'école et sa garde, de promotion d'élèves officiers d'actifs, de promotion d'élèves officiers collatéraux, le tout aux ordres du chef de bâton, Suleiman Harouna Abdraman, directeur général de la formation. Mais de voir mon général. C'est au total 274 élèves officiers d'actifs première année et élèves officiers collatéraux de la garde nationale du Niger constituant la 21e promotion qui ont été présentés au drapeau lors de cette cérémonie solennelle de consécration ce 6 mars 2025 à l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes et Fofan Tondibia. Une cérémonie placée sous le haut patronage du ministre d'État, ministre de la Défense nationale Salif Modi, en présence du général de brigade, chef d'état-major des armées, des généraux à la retraite, des parents, amis et connaissances. Et c'est le commandant de l'EFOFAN qui a planté le décor. À ce jour solennel du jeudi 6 mars 2025, nous nous retrouvons pour célébrer la cérémonie traditionnelle de consécration de la 21e promotion d'élèves officiers d'actifs et collatéraux du génie militaire, des services de santé des armées et de la garde nationale du Niger, dont le recrutement a eu lieu en octobre 2024. Pour la deuxième année consécutive, les objectifs de levée ont été atteints pour une formation harmonisée, efficiente et cohérente, proportionnelle aux besoins et défis sécuritaires du moment. Dans ce contexte, l'EFOFAN demeure et demeurera la plaque tournante d'une relève générationnelle engagée avec dévouement au service de la défense et à la poursuite des idéaux concourant à la sauvegarde de notre chère patrie, le Niger. Devant vous se tiennent 178 élèves officiers d'actifs, dont 12 féminins. La promotion accueille en son sein 2 du Burkina, 2 du Cameroun, 1 du Congo-Brazzaville, 1 de la Guinée-Conakry, 2 du Mali et 2 du Tchad. En plus de ces élèves officiers d'actifs, se tiennent aussi 96 élèves officiers collatéraux, dont 8 féminins, soit un effectif de 274. Cette cérémonie de consécration solennelle et traditionnelle au statut d'élève officier intervient au terme d'une phase de formation initiale du combattant
qui a débuté le 1er novembre 2024 par un camp initial de 45 jours en milieu austère, avant de rejoindre les Fofane pour 45 autres jours de tradition propre à toutes les grandes écoles. Une période qui, non seulement vise à donner à ces jeunes les compétences de base nécessaires à la vie du combattant, mais aussi à leur faciliter une véritable transition de la vie civile vers une vie militaire remplie de contraintes, telles que les privations, l'inconfort, mais qui comportera aussi des gloires, une vie de fierté et de tradition, de valeurs et d'habitudes qui forment le socle de la grandeur des métiers des arts. Juste après, ce fut le tour du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, pour son allocution et la présentation au drapeau. Vous avez décidé volontairement d'embrasser le métier des armes et je vous en félicite. C'est un métier qui demande énormément de sacrifices en tout temps et en tout lieu. Tout le long de votre carrière, préparez-vous à subir avec humilité et patience les exigences de ce noble métier. Ces vérités sont d'autant plus d'actualité que notre pays s'est résolument engagé dans la voie de l'affirmation de sa souveraineté depuis le 26 juillet 2023. Cette résolution a fait naître de nouveaux défis, tant économiques que sécuritaires. Il vous faut donc, en plus des exigences que je viens de citer, être résilient à l'image de notre vaillant peuple. Le pari que nous avons pris, nous sommes en train de le gagner grâce à l'engagement patriotique de tous sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Général de Brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, chef suprême des armées. Cette quête de souveraineté nous impose un engagement sans faille. C'est pourquoi j'attends de chacune et de chacun d'entre vous encore plus de professionnalisme, plus de persévérance et plus d'abnégation dans l'accomplissement des missions qui vous seront confiées. Nous, officiers, soldateurs de la haute information, jurons solennellement de servir la patrie avec honneur et fidélité, et c'est ça, jusqu'au sacrifice suprême. Après ces différentes allocutions protocolaires, la suite a été la remise des alphas aux élèves officiers d'actifs de première année et aux élèves officiers collatéraux, puis le port des galons et alquises aux élèves officiers collatéraux de la garde nationale du Niger. Promotion, chef de bataillon Oumarou Tahirou Dipapa est désormais le nom que portera cette promotion et le général à la retraite Ahmed Mohamed en est le parrain. La remise des cadeaux aux meilleurs élèves a marqué la suite de la cérémonie pour terminer avec une photo de famille avec les membres de la famille du défunt chef de bataillon Oumarou Tahirou tombé sous le champ d'honneur. Suite de cette édition, cérémonie de la première journée internationale des martyrs de la santé ce 5 mars, cette fois-ci à la devanture de l'hôpital national de Niamey, où le pavillon de l'urgence pédiatrique a été baptisé pavillon du docteur Yaye Ousmane Boubacar, une cérémonie placée sous le haut patronage du ministre de la Santé publique, de la population et des affaires sociales. Reportage. Désormais, le pavillon des urgences pédiatriques portera le nom de Dr Yaye Ousmane Boubacar. Cela s'est concrétisé ce 5 mars 2025 à l'occasion de la première journée internationale des martyrs de la santé.
Pour rappel, Dr Yaye Ousmane est décédé le 3 janvier 2024 dans l'exercice de ses fonctions. Blouse au corps, travailleur consciencieux, et il s'est vu honoré en cette matinée en présence du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, du directeur général de l'hôpital national de Niamey et des membres de sa famille. Honneur d'abord en le choisissant pour abriter la première cérémonie de commémoration de la première journée internationale des martyrs de la santé. Honneur ensuite pour l'occasion qui nous est donnée de commémorer la mémoire de certains de nos camarades disparus dans l'exercice de leurs fonctions. J'ai nommé le docteur Yaye Boubacar, né le 31 janvier 1976 à Niamey, pédiatre, de son vivant en service aux urgences pédiatriques, décédé le 3 janvier 2024. Madame Adamou Mahibba Moussa, née vers 1972 à Aipichi, Filengue, nutritionniste, de son vivant, chef de service de la cuisine de l'hôpital national de Niamey, décédé le 2 mai 2024, pour ne citer que cela. Une cérémonie hautement symbolique pour la famille du défunt qui a nécessité une prise de parole d'un membre de la famille. Cher Boubacar Yaye Ousmane, ta famille, tes amis, tes proches, tes collègues et tous ceux qui t'ont aimé sont ici aujourd'hui pour baptiser le service des urgences pédiatriques de l'hôpital national à ton nom. En effet, c'est ici, au sein de ce service, dans ton bureau, vêtu de ta blouse de médecin assermenté, que tu avais rendu l'âme tel un soldat au front, arme à la main. Collaborateur et studieux, ta simplicité, ta sagesse, ta disponibilité pour tes patients et ton sourire réconfortant sont regrettés. Tu es parti très tôt, mais ton empreinte sur chaque membre de ta famille et chaque personne qui t'a connu reste indélébile tant tes qualités humaines et professionnelles étaient exceptionnelles. Par cet acte, ta mémoire restera à jamais gravée dans l'histoire. Et c'est le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales qui a bouclé les séries des allocutions en baptisant de façon officielle le pavillon. Au Niger, les agents de santé, particulièrement dans les zones d'insécurité, peuvent être victimes d'atrocités, d'enlèvements, de déplacements, voire même perdre leur vie dans le cadre de leur travail. C'est donc dit qu'au Niger, il y a aussi des martyrs. Pour cette première édition, nous avons retenu de baptiser le pavillon des urgences pédiatriques de l'hôpital national de Niamey au nom du docteur Yaye Boubacar, pédiatre décédé le 3 janvier 2024 avec sa blouse en service commandé à l'hôpital national de Niamey. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, lui pardonne et l'accueille dans son paradis éternel. En effet, docteur Yaye Boubacar, après des brillantes études, a obtenu son diplôme d'études spécialisées en pédiatrie à l'université Abdou Moumouni de Niamey en 2015. De son vivant, agent consciencieux et dévoué, a servi avec engagement dans plusieurs hôpitaux du Niger, dont l'hôpital national de Niamey, où la mort l'a arraché à notre affection dans ce pavillon que nous allons tout à l'heure dévoiler la plaque portant son nom. Je voudrais donc dire à la famille de l'illustre disparu ici présente que le Niger et le système de santé n'a jamais oublié ce valeureux fils de la patrie. Une visite guidée du pavillon et des autres chantiers en construction à l'entrée de l'hôpital national de Niamey ainsi qu'une photo de famille ont marqué la fin de la présente cérémonie de baptême.
Actualité à Tawa à présent, l'administrateur délégué de la ville de Tawa a présidé la cérémonie officielle de remise de 396 tables bancs dans l'enceinte de l'hôtel de ville de Tawa. Reportage avec notre correspondant de Tawa. L'administrateur délégué de la ville de Tawa, M. Sahabi Moussa, a présidé la cérémonie officielle de remise de 396 tables bancs aux 3 inspecteurs de l'arrondissement communaux 1 et 2 de la ville de Tawa ce matin du mardi 4 mars 2025 dans la cour de la ville de Tawa sur le financement du fonds commun de la ville de Tawa et de l'Agence nationale de financement des collectivités territoriales ANFIC. Cette cérémonie de réception a vu la participation de plusieurs cadres de l'éducation, ceux du projet et des agents de la ville de Tawa ainsi que les directeurs des écoles bénéficiaires. C'est un financement de 2020. Nous sommes en train de façon donc d'avancer pour régler ce problème et d'ailleurs bientôt nous allons partir dans une autre phase de la construction de salles de classe équipées effectivement au profit de nos élèves. Pour le moment, la ville est en train, nous allons accompagner en tout cas au maximum que nous pouvons le faire en fonction de la façon donc de notre programmation, le système éducatif pour que l'éducation nationale soit au niveau donc de cette ville. La présence des enseignants, il faut un minimum donc d'infrastructures qui sont les tables bancs et les salles de classe. Nous allons nous mettre de la façon pour que cela soit. Et nous allons continuer de la façon donc à aider la direction régionale et plus précisément de la façon donc les inspections communales que nous avons au niveau des deux arrondissements pour que cette éducation soit la meilleure, si on peut le dire de la façon. Notez que les 2 administrateurs délégués de l'enseignement communal 1 et 2 ont remis physiquement les tables bancs aux différents inspecteurs. Actualité AES au Mali, cette fois-ci, dans le but de prévenir les accidents mortels sur les sites des orpaillages, le gouvernement malien, par le biais du ministre de la Sécurité et de l'Environnement, a adopté des mesures fortes à cet effet. Les motivations de ces mesures ont été rendues publiques au cours d'une conférence de presse. Suivez cet élément avec la RTB. Kokoyo, cercle de Kangaba, et Bilali Koto, cercle de Kenyeba, 2 sites qui évoquent désormais dans la conscience collective 2 drames liés à l'exploitation artisanale de l'or au Mali. 2 drames de trop pour les autorités de la transition qui décident d'agir pour protéger les populations mais aussi l'environnement. Son Excellence le président Goïta a pris les mesures suivantes. 1. L'abrogation des actes de nomination des responsables administratifs directement impliqués dans la surveillance des 10 incidents, préfet, sous-préfet, responsables des forces de sécurité, police, gendarmerie, garde, services locaux des eaux et forêts, services d'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances, service subrégional de la géologie et des mines. 2. La relecture de certains textes juridiques pour, entre autres, mettre fin à la transaction dans le domaine environnemental, faciliter la récupération des équipements impliqués dans l'orpaillage, puis les réaffecter dans le patrimoine de l'État. 3. La suspension par les responsables des collectivités territoriales du permis d'exploitation des mines artisanales octroyé à des personnes de nationalité étrangère. 4. Le lancement de la procédure de dissolution du conseil municipal de Dabia. Le ministre en charge de la sécurité de se réjouir de cette disposition qui met désormais les forces de défense et de sécurité dans leur rôle et renforce l'autorité de l'État dans le contrôle et la surveillance des sites miniers. Aujourd'hui, nous devons renforcer l'autorité de l'État dans le cadre de la gestion et surtout de la surveillance de l'exploitation des ressources minières dans notre pays. Nous ne devons plus être là à venir assister, à venir compter nos morts, présenter les condoléances et retourner. Aujourd'hui, nous devons prendre des mesures fortes pour que nos populations soient protégées à tous les niveaux. Les mesures du jour constituent un signal fort donné par les autorités dans le cadre de la protection de l'environnement et des populations, mais aussi dans la lutte contre l'impunité.
Au Burkina Faso, cette fois-ci, une structure d'appui aux entreprises dénommée la Maison de l'entreprise du Burkina a subi une réorganisation et fixe plusieurs orientations à travers l'adoption de 3 décrets. Reportage. Le gouvernement adopte 3 décrets pour réorganiser la Maison de l'entreprise du Burkina Faso. Le premier dissout cette entité associative d'utilité publique sans liquidation. Le deuxième décret crée une autre entité avec la même dénomination, mais cette fois sous la forme d'un établissement public à caractère professionnel. Un troisième décret vient valider les statuts de cette nouvelle structure. Ces réformes visent à renforcer le soutien au secteur privé et à optimiser l'utilisation des ressources. L'adoption de ces 3 décrets s'inscrit dans la dynamique de la refondation de l'État, entreprise par le gouvernement à travers des réformes apportées à des entités stratégiques importantes d'appui au secteur privé. L'adoption de ces 3 décrets permettra également à la nouvelle entité de bien mener les missions à elle consignées, de bien clarifier son rôle et de lui permettre de recadrer les ressources à elle confiées dans l'accomplissement des missions à elle confiées, missions d'appui au secteur privé, mais missions aussi de soutien de l'administration publique dans le cadre de certaines de ses prestations. Cette nouvelle entité va connaître plusieurs changements dans son fonctionnement. Il y a le fait qu'il est institué désormais au sein de la structure une assemblée consulaire intitulée Club des entrepreneurs du Burkina Faso. Il s'agit d'une assemblée consultative et qui sera une sorte d'interface entre les entrepreneurs et l'État dans le cadre donc des échanges sur les sujets d'importance qui concernent donc les entrepreneurs du Burkina Faso. Il y a aussi l'instauration d'une assemblée générale et d'un conseil d'administration qui seront désormais les organes donc de gestion et de contrôle donc de la nouvelle entité, au sein desquels siégeront exclusivement des représentants de l'administration. À ce Conseil des ministres, le gouvernement a également validé 2 projets majeurs au titre du ministère des Infrastructures. Parmi les réalisations phares, la construction de la première partie de la route nationale numéro 11, longue de 115 km et reliant Banfora à Ouo. Ces initiatives visent à renforcer le réseau routier et soutenir l'économie nationale. Le projet contient effectivement beaucoup de réalisations, plein de réalisations d'infrastructures routières et notamment des pistes rurales, la construction des entrepôts pour les SONAGES et aussi la réalisation, surtout la réalisation d'un projet tant attendu, notamment la Nationale 11 et la première partie de la Nationale 11 qui concerne Banfora, Sideradougou, Ouo, qui fait 115 km. Et nous avons aussi le deuxième projet qu'on appelle Prise. Et ce projet concerne effectivement la construction et le bitumage de la suite de projet de la RN11, notamment Ouo-Gawa, qui fait 78 km. L'ensemble de ces décisions, selon le gouvernement, concourt à la bonne marche de la nation et à l'épanouissement des populations. Et enfin, juste après sa réélection à la tête du Ghana, John Dramani Mahama a choisi la Côte d'Ivoire pour sa 3e visite officielle. À cette circonstance, le président du Ghana et celui de la Côte d'Ivoire profitent pour discuter sur plusieurs points concernant la sous-région et invitent l'AES à réintégrer la CEDEAO. Reportage. Moins de 4 mois après sa réélection à la tête du Ghana, John Dramani Mahama choisit Abidjan pour sa 3e visite officielle. En République de Côte d'Ivoire, le président ghanéen est venu témoigner son amitié envers le président Ouattara. Son hôte met à profit cette visite pour discuter de plusieurs sujets d'actualité concernant la sous-région ouest africaine. L'espace CEDEAO s'est réduit avec le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger, et le président Ouattara veut compter sur son homologue ghanéen pour le retour de ces 3 pays de l'AES au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous vous faisons confiance, Monsieur le Président, pour que, à l'occasion de vos entretiens avec ces pays frères, vous puissiez les convaincre de rester dans la CEDEAO, car il y va
de l'avenir des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Et je voudrais aussi lancer un appel aux pays de l'AES pour dire que nous sommes mieux à 15 qu'à 3. Donc je souhaite que vraiment l'appel du président Mahama puisse être entendu par ces 3 pays frères, dont 2 sont des voisins de la Côte d'Ivoire, que nous puissions continuer ensemble au sein de la CEDEAO. Le président ghanéen reconnaît que si les 3 pays se sont retirés de la CEDEAO, c'est qu'il y a des dysfonctionnements au sein de l'organisation qu'il faille corriger. Mais John Dramani Mahama reste optimiste en ce qui concerne la possibilité de ramener les 3 pays de l'AES à la maison. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Je dirais qu'il y a toujours la possibilité de ramener nos pays frères à la maison. Il est bon de rester dans un groupe de 15 que de rester dans un groupe de 3. Il y a toujours des possibilités. Ce sont des pays qui comptent dans la sous-région et la sous-région a une importance pour ces pays-là dans la mesure où il y a des populations de ces pays qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a aussi des populations de ces pays-là qui souffrent sur les lignes de frontières et je pense qu'il y a toujours des choses à faire parce qu'il y a un intérêt économique à gagner dans la CEDEAO. Comme je l'ai dit, il est toujours bon de rester dans un groupe de 15 plutôt que de rester dans un groupe de 3. Cette rencontre entre présidents ivoiriens et ghanéens se tient également dans un contexte de réduction de l'aide financière des États-Unis. Pour John Dramani Mahama, cela invite les Africains à apprendre à compter sur leurs propres forces. Bien sûr, j'ai entendu parler de ces réductions. Vous savez, les États-Unis ont le droit de réviser leur stratégie de coopération, de voir comment est-ce qu'ils pourraient orienter leur financement. Je pense que c'est aussi une opportunité pour nous de voir comment on pourrait compter sur nous-mêmes. Et j'ai entendu aussi dire qu'il y aurait des réductions dans l'USAID. Et je pense que cela a été pour nous une opportunité de revoir aussi nos stratégies économiques. Cette visite du président ghanéen en République de Côte d'Ivoire devrait durer 48 heures au cours desquelles des sujets d'ordre économique et sécuritaire seront abordés entre les 2 pays. Messieurs, dames, c'est l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 6 mars 2025 sur la télévision Tambra, votre télé de proximité, le miroir de la femme. Que Dieu bénisse l'Alliance des États du Sahel. Au revoir. Auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.